Adeptes de la grande toile, bonjour. Aujourd'hui, nous allons remonter le temps de quasiment 20 ans jusqu'à la date qu'il faut sûrement considérer comme la plus importante de ce début de 21e siècle, le 11 septembre 2001. Si vous n'étiez pas trop jeune à l'époque, j'imagine que vous vous souvenez parfaitement où vous étiez et ce que vous faisiez quand les avions ont frappé les deux tours du World Trade Center. Mais est-ce que vous vous rappelez de l'impact assez puissant dans son genre que ces tragiques événements ont eu sur l'industrie hollywoodienne ? Bon, je préfère préciser tout de suite qu'on ne va pas parler ici de la ribambelle de films sortis au cours des années 2000 qu'on a pu qualifier à l'époque de films post-11 septembre. Il faudrait un paquet d'épisodes, je pense, pour faire le tri entre les œuvres qui traitent directement de cette journée fatidique, celles qui s'attachent à ses conséquences, que ce soit aux États-Unis ou dans le reste du monde, celles qui penchent à gauche, celles qui penchent à droite, celles qui prennent le parti d'en rire, ou choisissent la voie de la métaphore. Non, on va plutôt s'intéresser à ce qu'il s'est passé dans les semaines qui ont suivi les attaques. Quelles décisions ont été prises par les studios ? Quelle a été la réaction du public, des artistes, de la Maison Blanche ? Hollywood a-t-elle été, comme on a pu le lire à l'époque, l'industrie la plus touchée par les attentats juste derrière l'aviation civile ? Et si ce fut le cas, dans quelle proportion sur l'échelle du coronavirus ? Voilà donc toutes les questions qu'on va aborder dans cet épisode qui, soyons honnêtes, nous a donné à nous aussi pas mal de fil à retordre. Aux États-Unis, l'équivalent de notre fête du travail se nomme Labor Day et se tient depuis plus d'un siècle le premier lundi de septembre. Pour Hollywood, cette date marque la fin de la saison des blockbusters estivaux et le début de celle des films de prestige calibrés pour les Oscars et les Golden Globes. C'est donc l'occasion pour les studios de dresser un premier bilan de l'année. Et ce qu'ils voient en ce lundi 3 septembre 2001 a de quoi les réjouir. Les menaces de grève lancées par les leaders de la Screen Actors Guild et de la Writers Guild of America au printemps sont finalement restées lettres mortes. Et les films de l'été, avec 3 milliards de dollars de recettes cumulées, ont largement battu le record de l'année précédente. Déjà, les regards se tournent vers la fin de l'année qui s'annonce très prometteuse avec le nouveau Pixar, l'adaptation du best-seller pour enfants Harry Potter, le retour sur les écrans de Leonardo DiCaprio devant la caméra de Martin Scorsese, sans oublier cet étrange machin tourné en Nouvelle-Zélande qui a l'air d'affoler un certain nombre de geeks sur internet. Et puis, le 11 septembre 2001 à 8h46, toutes ces considérations semblèrent d'un coup sans importance. Les conséquences sur l'industrie hollywoodienne de ces attentats à l'ampleur inédite se font sentir quasi immédiatement. Pour ne pas gêner les opérations de secours, l'Office du film de New York ordonne dans la matinée l'arrêt de l'ensemble des tournages en cours dans la Grosse Pomme, notamment ceux de Spider-Man et Men in Black 2. Tout le sud de Manhattan est embouclé. Les boîtes de production qui ont installé leurs bureaux dans ce coin assez huppé de la ville restent porte close en attendant le passage d'une commission de sécurité. Les employés de Miramax, eux, s'expatrient dans les locaux de la Talk Magazine, dont les frères Weinstein sont également propriétaires. L'onde de choc se propage très rapidement au-delà de la côte Est. Dans la journée, toutes les majors hollywoodiennes, tous les plateaux de tournage, sans oublier les studios Universal et les parcs Disneyland et Disney World, sont contraints de cesser toute activité, car ils constituent des cibles de choix pour les terroristes. Quelques jours plus tard, on rallume timidement les spotlights à Los Angeles. Mais dans l'après-midi du 20 septembre, une partie des studios est à nouveau évacuée suite à un communiqué du FBI évoquant la possibilité de nouvelles attaques. Au cours de cette période sous haute tension, la Warner annonce qu'elle repousse de quelques semaines les sorties des films Training Day et Cœur perdu en Atlantide, car elle ne peut tout simplement pas en assurer correctement la promotion. Et Disney annule purement et simplement la grande fête censée célébrer la sortie en DVD de Blanche-Neige et les 7 nains. Il faudra 15 jours pour que l'Office de New York autorise la reprise des tournages à Manhattan. De leur côté, les organisateurs du New York Film Festival et du Manhattan Short Film Festival font savoir que les événements prévus fin septembre début octobre sont maintenus pour prouver au monde le pouvoir de résilience des New-Yorkais. Faut-il en conclure que l'état de paralysie générale causé par les attentats du 11 septembre est terminé ? Eh bien, pas tout à fait. Si comme moi, vous avez découvert en direct les images des deux tours en train de s'effondrer entre deux rediffusions du moment où les avions les ont percutés, j'imagine qu'au-delà du sentiment d'effroi, vous avez été marqué par leur caractère hautement spectaculaire et probablement un étrange sentiment de déjà-vu. And you can see the two towers, a huge explosion now raining debris on all of us. We better get out of the way. Personnellement, en tant que cinéphile biberonné depuis l'enfance aux films catastrophes, je n'ai pas pu empêcher mon cerveau de dresser immédiatement tout un tas de parallèles avec d'autres images de destruction massive, fictionnelles celles-là. Un petit montage mental qui ressemblait à peu près à ça.
crash the plane into the World Trade Center. Forcément, face à de telles similitudes, il n'a pas fallu longtemps pour voir apparaître des articles et des reportages sur le sujet. Certains n'hésiteront pas à accuser tous ces films hollywoodiens un grand spectacle d'avoir inspiré Al-Qaïda dans la conception des attentats. Un reproche que l'on retrouvera également dans la bouche de cinéastes comme Woody Allen ou Robert Altman. Les films ont établi un modèle, et ces gens les ont simplement copiés. Personne n'aurait jamais pensé à commettre une telle atrocité à moins de l'avoir vu dans un film. Comment oserons-nous continuer à montrer ce genre de destruction massive au cinéma ? Je crois que c'est nous qui avons créé cette atmosphère et leur avons montré comment s'y prendre. Bon, que l'on partage ou non cette opinion, au lendemain du 11 septembre, tout le monde dans le milieu semble d'accord pour penser que les gens n'ont aucune envie de voir la moindre image pouvant leur rappeler, d'une façon ou d'une autre, la tragique réalité. Ainsi, la plus importante chaîne de vidéoclubs aux États-Unis, Blockbuster, décide de mettre en place sur les jaquettes un système visuel permettant aux clients de reconnaître les films mettant en scène des terroristes, islamiques ou non, des pompiers, héroïques ou non, ou encore des avions et des gratte-ciel en péril ou non. Du côté des studios, c'est à peu près la même chose. Par respect pour les familles et leurs victimes, la Warner annonce 24 heures après les attentats qu'elle repousse à une date indéterminée la sortie du film Dommage collatéral avec Arnold Schwarzenegger. Celui-ci raconte l'histoire d'un pompier qui décide de partir en Colombie pour se venger de ceux qui ont tué sa femme et son fils en faisant sauter une bombe dans un lieu public. On notera que dans une première version du script, les bad guys étaient originaires du Proche-Orient. Affiches, bandes-annonces, spots TV, sites officiels, tous les éléments promotionnels qui mettaient logiquement en valeur la spectaculaire explosion qui lance l'intrigue disparaissent de la vue des Américains. Même topo chez Disney concernant deux films distribués via sa filiale adulte, Touchstone Pictures. Le premier est Big Trouble de Barry Sonnenfeld qui doit sortir le 21 septembre et qui met en scène une valise contenant une bombe nucléaire passant de main en main jusqu'à finir dans un avion de ligne. L'autre est la comédie d'action Bad Company de Joel Schumacher prévue pour les fêtes de fin d'année. Au cours des jours suivants, deux autres films subissent le même sort, bien qu'on n'y croise absolument aucun terroriste. Et pour cause, il s'agit de deux comédies romantiques dont le seul tort est de mettre en scène une hôtesse de l'air et des amoureux déambulant dans les quartiers de Lower Manhattan. Voilà pour les films déjà terminés et prêts à sortir. Mais plusieurs autres longs métrages en cours de production vont subir de plein fouet le contre-coup du 11 septembre parce qu'ils entretiennent des rapports un peu trop embarrassants avec les événements. Pour ce qui est des films encore au stade de l'écriture, les studios ne vont pas faire dans la demi-mesure. Plusieurs projets sont ainsi repoussés au calendrier grec quand ils ne sont tout simplement pas annulés. Citons TikTok, dont le tournage devait débuter en décembre sous la direction de Steven Norrington. Le Beach, un homme amnésique est suspecté par le FBI d'être l'auteur d'une vague d'attentats à la bombe perpétrée à Los Angeles et doit recouvrer la mémoire pour empêcher l'activation d'autres explosifs cachés dans la ville. Devenu assez bankable aux États-Unis suite au succès des Rush Hour et autres Shanghai Kid, Jackie Chan doit renoncer au projet Nosebleed. Il devait y interpréter un laveur de carreaux du World Trade Center qui découvre par hasard que des terroristes préparent une attaque contre la Statue de la Liberté. Michael Douglas, lui, est contraint d'abandonner le tournage imminent de la comédie Till Death Do Us Part en raison d'éléments non précisés évoquant les attaques terroristes. Quant à l'acteur et réalisateur Peter Berg, il joue de malchance puisqu'il voit carrément deux de ses projets tomber à l'eau. Le premier, PU-239, aurait été un thriller centré sur le marché noir du plutonium et autres substances toxiques en ancienne Union soviétique. Le second, Truck 44, devait suivre des pompiers new-yorkais cambrioleurs qui mettent accidentellement le feu à un appartement et se retrouvent pris au piège. Mais celui qui doit l'avoir la plus mauvaise dans l'histoire, c'est très certainement Francis Ford Coppola, qui a dû faire une croix du jour au lendemain sur un de ses projets fous dont il a le secret, Megalopolis. Si l'on en croit ceux qui ont lu les 212 pages de script développés par le cinéaste depuis le milieu des années 80, le film devait mettre en scène la reconstitution de New York après un cataclysme et l'affrontement entre un maire conservateur et un architecte avant-gardiste. Quand le 11 septembre est arrivé, le réalisateur avait déjà entamé la phase de casting et de repérage. On parle même à l'époque d'une trentaine d'heures de plans de coupe tournés dans les rues de New York qui finissent donc à la poubelle. Après cette déconvenue, Coppola fait une pause de quelques années avant de revenir à la mise en scène avec des tout petits projets comme L'Homme sans âge, Tétro ou Twixt. Mais il a de nouveau été question de Megalopolis l'an dernier quand Coppola était l'invité d'honneur lors du Festival Lumière à Lyon. Le réalisateur a annoncé qu'il était à la recherche de partenaires financiers pour relancer ce qu'il qualifie comme son film le plus ambitieux, même plus ambitieux qu'Apocalypse Now. Mais entre la réception très confidentielle de ses derniers films et ses déclarations fracassantes sur le MCU, j'ai bien l'impression que le Hollywood actuel est un environnement encore plus hostile qu'au moment du 11 septembre. Une autre conséquence notoire des attentats a été la décision prise de concert par toutes les majors en date du 13 septembre de faire littéralement disparaître les deux tours du World Trade Center des films à venir et de leurs outils promotionnels. Ainsi, les films Un amour à New York et Influence repassent sur la table de montage pour faire sauter quelques furtifs plans de coupe.
Et dans Zoolander, Ben Stiller choisit carrément de gommer numériquement les deux tours de la skyline de Manhattan. On notera quand même une exception à la règle, le film Glitter qui est sorti le 21 septembre avec 2 plans des Twin Towers. Mais comme cette ode à la gloire de Mariah Carey précédée d'une rumeur désastreuse avait déjà été repoussée une première fois, j'ai un peu l'impression que la Fox n'avait plus envie de dépenser de l'argent et de l'énergie sur ce film. S'il y a un studio qui a particulièrement la guigne, c'est bien Sony Pictures Entertainment, puisque le World Trade Center occupe un rôle non négligeable dans ses productions phares de 2002, Spider-Man et Men in Black 2. En effet, le climax du film de Barry Sonnenfeld devait initialement se dérouler sur le toit de l'une des tours qui s'ouvrait pour libérer une armada d'ovnis. Le réalisateur est donc prié de retourner entièrement les scènes dans un nouveau décor, avec tout ce que ça implique en termes de coûts supplémentaires. Pour ce qui est de Spider-Man, il s'agit probablement de l'exemple le plus connu de censure d'un studio suite aux attentats du 11 septembre. Bon, je sais pas si le mot censure est idéal, mais faute de mieux, on va s'en contenter. Il faut dire que Sony avait fait assez fort en dégainant au cours de l'été cet impressionnant teaser où l'on voit des gangsters à bord d'un hélicoptère stoppés dans leur fuite par l'homme araignée. Une longue séquence dont seules les dernières images avaient vocation à se retrouver dans le film. 2 jours après les attentats, Sony ordonne que soit retiré des salles obscures et du site du film non seulement le spot, mais aussi l'affiche officielle où l'on voit les Twin Towers se refléter dans les yeux de Spider-Man. Le studio annonce également que certains plans de voltige du film vont être retouchés numériquement pour faire disparaître les 2 tours. Une tâche grandement facilitée par le choix du responsable SFX John Dykstra de recréer un New York entièrement digital. Dans la foulée du 11 septembre, une vague de patriotisme sans précédent a déferlé sur les États-Unis. Dans ce contexte, le studio DreamWorks a jugé plus prudent de repenser entièrement la campagne d'affichage du film Le Dernier Château, attendu dans les salles pour le 12 octobre 2001. Il n'y est pas du tout question de New York ou de terroristes, mais d'une mutinerie déclenchée par un général renégat campé par Robert Redford au sein d'une prison militaire. Donc voilà l'affiche retravaillée par le département marketing, tout ce qu'il y a de plus classique avec ses foutues têtes volantes. Et voilà celle que le studio a préféré remiser au placard pour éviter d'être taxé d'anti-américanisme. Plus étonnant, le même studio a brusquement décidé au même moment de délocaliser le tournage du remake de Ring à Seattle. Alors non, le décor initial n'était pas New York, ni même Washington DC, mais Boston. Autrement dit, la ville d'où ont décollé 2 des 4 avions détournés, et qui a été très critiquée par la suite pour ses failles de sécurité. Même si la seconde guerre du Golfe n'a débuté qu'au printemps 2003, au lendemain du 11 septembre, il était déjà largement question dans les médias de liens éventuels entre Al-Qaïda et Saddam Hussein, et donc d'une possible intervention des forces armées américaines en Irak. Ce qui a motivé la Warner à renommer la petite comédie d'horreur Arak Attack en Eight Leg Freaks, parce qu'elle était un peu trop proche phonétiquement de Iraq Attack. En revanche, le film a été distribué en France et dans d'autres pays sous son titre initial. Et oui, de façon générale, toutes les précautions dont j'ai parlé jusque-là étaient exclusivement destinées à ménager le public américain. Ainsi, la production Joel Silver Opération Espadon est sortie chez nous comme convenu le 12 septembre 2001, et cela sans aucun message d'avertissement à l'intention du public. Je le sais, j'y étais. Et personne à la Warner n'a jugé bon de modifier pour l'exploitation internationale ce plan de AI où l'on voit le World Trade Center toujours debout dans un New York futuriste. Une fois cette première salve de mesures prises, et quand l'émotion a peu à peu laissé place à l'analyse, les médias spécialisés ont commencé à s'interroger sur les répercussions à long terme que le 11 septembre allait avoir sur l'industrie du cinéma. Plusieurs figures majeures d'Hollywood ont été invitées à s'exprimer, et contrairement à ce qu'on pourrait croire, les langues n'ont pas eu trop de mal à se délier. Par contre, ce qu'on peut constater au cours de cette période, c'est que les avis divergent totalement, notamment en ce qui concerne le sort des films à grand spectacle. D'un côté, on retrouve Woody Allen, qui lui voit la fin du genre. Espérons que cela nous débarrasse de tous ces horribles thrillers de série B et ces films à effets spéciaux. De l'autre, nous avons Peter Hyams qui, lui, déclare ceci en première. Le public, comme pendant la Seconde Guerre mondiale, va souhaiter voir les méchants prendre une raclée, que de superbes femmes se fassent embrasser et que les héros racontent des blagues. Wes Craven rejoint son confrère sur l'idée d'un retour au manichéisme, mais propose néanmoins une petite nuance. Ce qui devra changer, peut-être, est l'idée de solutions simples proposées par des héros solitaires. Nous devrons nous attarder sur la complexité des situations. S'il y a quelqu'un qui mérite d'être écouté pour s'être coltiné les vicissitudes d'Hollywood pendant 3 décennies, c'est bien John Carpenter. Or, en octobre 2001, notre ami Big John est en Europe pour promouvoir son dernier opus, Ghost of Mars. Interrogé par les cahiers du cinéma, il prédit un net recul dans la production des films d'horreur au fantastique. C'est une chose de faire un film sur la sauvagerie et la brutalité en des temps pacifiques. Les gens l'acceptent mieux. C'en est une autre de s'y coller quand tout va mal. Des films comme les miens ne vont plus être faits, en tout cas pas pour un moment. Ceux qui détiennent les clés des coffres-forts à Hollywood ne voudront plus les financer. Ça changera un jour, mais pour l'instant je crois que les crédits seront coupés.
On devra en revanche assister au retour de la comédie et des drames familiaux. Une vision bien pessimiste, assez raccord avec le cinéma du bonhomme qu'il défend de nouveau dans les pages de feu le magazine Repérage. Hollywood va changer pour de longues années. Vous n'aurez plus de films subversifs pendant un long moment, mais des films sans risque. Carpenter est rejoint dans son analyse par un grand nombre d'éditorialistes américains qui prophétisent tous la fin de l'âge de l'ironie. Le 6 octobre 2001, 3 semaines après les attentats et la veille des premiers bombardements américains en Afghanistan, HBO et le New York Film Festival organisent un panel au Lincoln Center intitulé « Making Movies That Matter, The Role of Filmmaking in the National Debate ». Parmi les intervenants, on compte Bob Shaye, le big boss de New Line Cinema. Pour lui, les choses sont simples, les films sont faits pour divertir, point barre. Il en conclut donc que ce dont le monde a besoin maintenant, c'est 2 Hobbits. Rappelons que la New Line devait sortir le premier volet du Seigneur des Anneaux à la fin de l'année. Cette déclaration, tout à fait conforme à la pensée dominante du moment, a le don de foutre en pétard un autre invité du panel, pas spécialement réputé pour sa modération, j'ai nommé Oliver Stone. Et oh surprise, lui a un point de vue radicalement opposé. La réalité a toujours été importante pour moi, bien avant le 11 septembre. J'aimerais réaliser un film, une vraie balle sur le terrorisme. S'il est traité de façon réaliste, le résultat sera fascinant. Faisons un grand film sur le terrorisme, faisons-le bien en montrant le point de vue arabe et les gens viendront. Bon, alors on sait ce que le grand film d'Oliver Stone sur le 11 septembre a donné au final. Mais il faut savoir que dans la foulée de World Trade Center, le bonhomme a bossé quelque temps pour Paramount sur un projet baptisé Jawbreaker, qui devait causer des opérations menées par la CIA en Afghanistan. Une sorte de Zero Dark Thirty, donc sans son 3e acte. Mais le film a disparu dans les limbes courant 2007, et Stone a préféré se concentrer sur une bio de George W. Bush qui s'est avéré être un beau pétard mouillé. Mais revenons en 2001. Comme on peut le voir, tout le monde à Hollywood a son petit avis sur ce que le public a besoin et envie de voir. Mais le public, lui, il en dit quoi? Eh bien, si on en croit les chiffres de la fréquentation des salles, il a clairement envie de se changer les idées. Et le grand gagnant du week-end du 15 et 16 septembre 2001, c'est ça, Hardball, une comédie où Keanu Reeves entraîne au baseball des gamins des quartiers défavorisés. Sur cette base, je serais donc bien tenté de dire John Carpenter 1, Oliver Stone 0. Toutefois, si on se penche sur le marché de la location de VHS et de DVD qui propose un choix de films beaucoup plus vaste que les salles de cinéma, on tombe sur des résultats sensiblement différents. Alors oui, les dessins animés Disney et autres Maman j'ai raté l'avion ont plutôt eu la cote pendant les jours qui ont suivi le 11 septembre, et témoignent d'un besoin de repli vers des valeurs familiales et rassurantes. Mais devinez quels ont été les 4 films les plus demandés au cours de cette période dans les principales chaînes de vidéoclubs du pays. Piège de cristal, Ultime décision, Couvre-feu et Hannibal. Bon, alors j'imagine qu'il n'y a pas besoin d'expliciter pour les 3 premiers. Mais quel rapport entre le film de Ridley Scott et le 11 septembre, me direz-vous? Eh bien, il faut se rappeler qu'à cette époque, YouTube n'existait pas, et Google Images n'en était qu'à ses balbutiements. Louer Hannibal était donc le seul moyen de vérifier par soi-même que la rumeur était vraie. À savoir que Ben Laden fait une furtive apparition aux côtés d'Hannibal le cannibale dans la liste des 10 criminels les plus recherchés par le FBI. Bon, il se trouve que cette rumeur, en fait, elle est vraie. Du coup, là, on pourrait aussi se dire que les mesures de censure préventive prises par les studios au lendemain du 11 septembre sont un chouïa à côté de la plaque. En tout cas, s'il y en a un qui pense qu'Hollywood peut faire preuve d'une certaine expertise sur la question, c'est bien le Pentagone. En octobre 2001, il débloque un budget de 45 millions de dollars pour développer des programmes de simulation de catastrophes semblables à celles qui ont frappé New York et Washington DC. Et pour ça, quoi de mieux que des mecs qui cogitent à tout ça depuis des années? Le département de la défense propose donc à une trentaine de scénaristes, réalisateurs et producteurs de venir brainstormer tous ensemble à l'Institute for Creative Technologies, ou ITC, qu'il a fondé 2 ans plus tôt sur le campus de l'Université de Californie du Sud. Ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils soumettent des idées, disons en dehors des clous, sur d'éventuelles attaques terroristes à venir sur le territoire américain, les cibles visées, les moyens employés, les meilleures façons de les déjouer, etc. etc. D'après un des participants, le mot d'ordre était de dire les choses les plus folles qui leur passaient par la tête. Normalement, tout ce travail était censé être non rémunéré et rester absolument confidentiel, ce qui n'a pas empêché certains noms et détails de fuiter à l'époque dans la presse spécialisée. Parmi les invités, celui qui fait figure de spécialiste de la question terroriste, c'est Steven E. D'Souza, scénariste des 2 premiers Die Hard et réalisateur de Street Fighter avec JCVD. À ses côtés, on pouvait notamment trouver le scénariste de la série télé MacGyver, David Engelbach, et le metteur en scène Joseph Zito. Le premier probablement parce que MacGyver avait l'habitude de trouver des solutions disruptives à tous ses problèmes, et le second parce qu'il a réalisé le film Invasion USA avec Chuck Norris dans les années 80. Alors un gars comme Tom Clancy aurait fait une bonne recrue pour ce programme, vu qu'il a écrit un bouquin où un avion de ligne est détourné et s'écrase sur le Capitole. Mais non, il était pas là. À la place, le Pentagone s'est rabattu sur, tenez-vous bien, David Fincher, bon pourquoi pas, Spike Jonze, son ancien collègue de propaganda, Mary Lambert, la réalisatrice de Cimetière,
et Randall Kleiser, le mec qui a fait Grise, Cro-Blanc et Chérie, j'ai agrandi le bébé. Bref, au niveau de la crédibilité des guests, c'est pas trop ça. Bon, après, comme les conclusions de leur brainstorming ont été classées secret défense, on ne saura jamais s'ils ont vraiment été utiles à leur patrie ou si ça ressemblait plutôt à ça. We need ideas how to stop the terrorists. An 18-wheeler spins out of control and it's all like, brush! In this huge tanker full of diamonds, craw, craw! Tout le monde est à peu près d'accord aujourd'hui pour dire qu'aux États-Unis, c'est dans les fictions TV que se trouvent les vraies prises de risques, alors qu'au cinéma, les studios ont tendance à jouer la carte de la sécurité en misant sur des formules et des franchises déjà bien établies. Mais il y a 20 ans, le contraste était loin d'être aussi saisissant, à l'exception notable de HBO, qui en avait d'ailleurs fait son slogan. Pourtant, après les attentats du 11 septembre, ce sont les grands networks qui ont été les premiers à prendre des décisions courageuses. Bon, au début, leur réaction n'a pas été très différente de celle des studios. Le jour de l'attaque, ABC décide de retirer de sa grille de diffusion le film Le Pacificateur, où George Clooney et Nicole Kidman tentent d'empêcher un terroriste de faire sauter une bombe en plein Manhattan. Le réseau Fox limite en déprogrammant in extremis d'autres fictions problématiques, comme Independence Day, le film X-Files, ou encore le téléfilm inédit The Rats, qui montre une nuée de rongeurs génétiquement modifiés envahir New York. A la place, les Américains ont droit à des comédies familiales garanties sans scène choc. Ceux d'entre vous qui n'ont pas connu que le binge-watching et les saisons de 10 épisodes maximum se souviennent sûrement qu'il fut un temps où les séries américaines débutaient toutes dans le courant du mois de septembre, pour s'achever une vingtaine d'épisodes plus tard aux alentours de mai-juin. En 2001, Al-Qaïda a pas mal perturbé cette tradition bien établie en décalant de quelques semaines le lancement des nouvelles saisons. Mais on constatera qu'aucune série n'a été annulée en raison des événements. Pourtant, ça aurait parfaitement pu être le cas pour au moins 3 d'entre elles. Alias sur ABC, The Agency sur CBS et évidemment 24 heures chrono sur Fox. Leur point commun, elles ont toutes pour protagonistes des agents de la CIA, ou assimilés dans le cas de 24 heures chrono, qui s'efforcent de déjouer des complots terroristes. Dans le pilote de The Agency, il était même carrément question d'Oussama Ben Laden et de son organisation qui projetait de commettre un attentat quelque part en Europe occidentale. Étonnamment, tout ce que CBS a jugé bon de faire, c'est de repousser légèrement la diffusion de l'épisode, qui est donc devenu le 5e de la saison. Fox, elle, n'a procédé à aucun changement notable sur 24 heures chrono, quand bien même l'épisode 1 contient une scène d'explosion d'avions civils en plein vol. Du côté des séries déjà installées, il se passe aussi des choses intéressantes. Ainsi, Aaron Sorkin va profiter du report de la reprise de sa série à la Maison Blanche sur NBC pour mettre en boîte en un temps record un épisode spécial en réaction aux événements du 11 septembre intitulé Isaac et Ismaël. Diffusé le 3 octobre 2001, celui-ci s'ouvre sur les acteurs du show s'adressant directement au public. Il les invite d'une part à faire des dons pour les familles des pompiers et policiers new-yorkais, et d'autre part à ne pas chercher à relier l'épisode au reste de la saison. L'intrigue commence alors qu'un attentat à la bombe vient d'être déjoué à l'aéroport de LaGuardia près de New York. Par mesure de précaution, la Maison Blanche est bouclée à double tour. Pendant que le chef de cabinet du président interroge un employé d'origine saoudienne soupçonné de complicité, le reste de l'équipe se succède devant une classe de lycéens bloqués avec eux pour leur donner une leçon d'histoire du terrorisme. Quand on regarde l'épisode, on comprend assez vite ce qui a motivé Sorkin à l'écrire. Il s'agit vraiment pour lui d'essayer de prévenir les amalgames que ses concitoyens pourraient être tentés de faire sous le coup de l'émotion. Entre islam et islamisme par exemple. Islamic extremist is to Islamic as KKK is to Christianity. Ou entre les talibans et la population afghane dans sa globalité. When you think of Afghanistan, think of Poland. When you think of the Taliban, think of the Nazis. When you think of the citizens of Afghanistan, think of Jews in concentration camps. Bon, c'est vraiment du Sorkinsplaining pur et dur qui annonce pas mal les grandes leçons de morale de sa future série The Newsroom. Mais dans le contexte post-11 septembre, cette invitation à prendre du recul a quelque chose d'assez admirable, surtout quand on sait à quelle rapidité elle a été conçue. Dans le même genre, la 3e saison de la série Third Watch, alias New York 911, s'est ouverte dans la seconde moitié du mois d'octobre 2001 par 3 épisodes spéciaux qui ne figuraient pas du tout au programme initial. D'abord, une suite d'interviews de véritables pompiers et ambulanciers new-yorkais introduites par les acteurs du show. Puis un épisode se déroulant dans les heures précédant l'attaque. Et enfin un dernier dont l'action se passe 10 jours plus tard en grande partie à Ground Zero, ou The Pile comme l'appellent les équipes de secours dépêchées sur place. Au même moment, les studios se décident enfin à changer de stratégie concernant les images du World Trade Center. Après avoir été purement et simplement effacés de films comme Zoolander, les Twin Towers réintègrent le paysage new-yorkais dans quelques sorties de l'automne, comme Rencontre à Manhattan, ou encore le thriller Pas un mot avec Michael Douglas. Chacune de leurs apparitions, toute furtive soit-elle, est accueillie dans les salles américaines par des salves d'applaudissements. Bon, alors en comparaison de ce qu'on peut voir à la télévision, ces efforts peuvent paraître bien timides. Mais il faut aussi avoir conscience que l'industrie du cinéma ne dispose pas de la même capacité de réaction que sa petite sœur télévisuelle. À mon sens,
Il va falloir attendre encore quelques semaines pour que des décisions réellement courageuses soient prises. Et elles concernent 2 films qui ont pour point commun d'être réalisés par 2 frères. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Si ce n'est pas le cas, je vous laisse cogiter un peu, parce que pour bien comprendre les enjeux entourant ces 2 films, il faut au préalable avoir connaissance d'un événement très particulier qui s'est déroulé peu de temps avant leur sortie. Le 7 octobre 2001, la riposte militaire américaine aux attentats du 11 septembre démarre en Afghanistan sous le nom d'Opération Liberté Immuable. À peu près au même moment, Karl Rove, le chef de cabinet adjoint du président Bush, fait appel à Jack Valenti, le puissant patron de la MPAA, pour qu'il organise une rencontre avec les principaux responsables des studios afin de discuter de différentes manières de soutenir la cause du pays. L'information ne tarde pas à se répandre dans les médias américains qui établissent aussitôt un parallèle avec le début des années 40. Au moment de l'engagement des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale, le War Department s'était en effet adjoint les services de grands noms d'Hollywood pour réaliser des films documentaires destinés à encourager l'effort de guerre. Si vous voulez en savoir plus sur le sujet, je vous encourage d'ailleurs fortement à regarder la passionnante mini-série 5 hommes et une guerre sur Netflix, ou encore le documentaire La Warner en temps de guerre disponible sur le Blu-ray d'Empire du Soleil. Le meeting voulu par Washington a lieu à huis clos le week-end des 10 et 11 novembre 2001 au sein du luxueux Peninsula Hotel de Beverly Hills. Pas moins de 42 dirigeants de l'industrie du divertissement ont répondu à l'invitation de Karl Rove. Dans le tas, on peut citer Sherry Lansing, Bob Iger, Amy Pascal, Tom Rothman, Alex Yemenidjian, Peter Ross ou encore Sumner Redstone, le patron de Viacom, qui représente à lui seul Paramount, CBS, Blockbuster Video, MTV et la maison d'édition Simon & Schuster. Bref, tous ceux qui détiennent vraiment le pouvoir à Hollywood sont là. De cette réunion au sommet, on ne sait que ce que les participants ont bien voulu nous raconter, c'est-à-dire pas grand-chose. A priori, les émissaires de Washington avaient développé 7 thèmes de discussion aux énoncés plus ou moins clairs. La guerre contre le terrorisme et non l'islam, une guerre contre le mal, l'appel aux volontaires, le soutien aux troupes, l'attaque globale appelant à une réponse globale, la nécessité de rassurer surtout les enfants, et pas de propagande mais une information concrète et racontée honnêtement. Alors bon, les journalistes ont bien essayé de demander ce que tout ça allait impliquer dans les faits, notamment le dernier point qui soulève pas mal de questions. Mais bon, là on a affaire à des gens qui sont ceinture noire de langue de bois, donc voilà le genre de déclaration qu'on pouvait entendre à la conférence de presse post-réunion. Nous avons pris note de toutes les fantastiques idées de Monsieur Rove qui ne concernaient absolument pas le contenu. Cela a stimulé la discussion et donné naissance à d'autres merveilleuses idées qui sont toutes très excitantes. Et démerdez-vous avec ça. Le thème sur lequel Hollywood a été le plus proactif, c'est clairement le numéro 4. Pourquoi celui-là? Tout simplement parce qu'il y a déjà une structure pour cela, la United Service Organization. Affiliée au département de la Défense, elle envoie des stars divertir les soldats américains déployés à l'étranger depuis 1941. C'est ainsi que début décembre, juste après l'avant-première du film à Los Angeles, toute la troupe de Ocean's 11 a embarqué à bord d'un Boeing 757 affrété par Warner Bros. Direction la base militaire d'Incirlik au sud de la Turquie qui joue un rôle stratégique dans l'opération Liberté Immuable. Au même moment, l'avant-première mondiale du film En territoire ennemi se déroule à bord du porte-avions USS Carl Vinson qui a servi de décor pendant le tournage avant de partir pour le golfe Persique. À cette occasion, l'acteur David Case participe fièrement sur le pont du bâtiment au chargement de missiles sur des avions de chasse F-8 Hornet. Et prends ça dans ta gueule ou ça bat. Un truc intéressant à noter à propos d'En territoire ennemi, c'est qu'il devait initialement sortir en salle en janvier 2002. Mais chose rarissime, la Fox a brusquement décidé de l'avancer de 2 mois. Pourquoi ? Pour répondre à la demande de Karl Rove ? C'est une hypothèse. Ou alors parce que la bande-annonce diffusée au cinéma au début de l'automne était régulièrement saluée par des salves d'applaudissements. Oui, je sais, des applaudissements pour un film de John Moore, ça fait bizarre. Le studio aurait alors voulu profiter de l'état d'esprit belliqueux qui flottait aux États-Unis pendant cette période avant qu'il ne retombe. Vous trouvez ça un tantinet cynique ? Bon, on verra tout à l'heure que d'autres studios ont fait bien pire. Quelles que soient les raisons derrière la décision de la Fox, En territoire ennemi semble correspondre pile poil aux attentes de Karl Rove en termes de contenu à proposer à la population américaine. J'imagine donc que le gars a dû se féliciter de voir le film faire un solide démarrage au box-office américain, juste derrière l'indétrônable Harry Potter. Mais à part ça, est-ce qu'il y a eu d'autres occasions de sortir le champagne ? Autrement dit, est-ce que Hollywood a accepté de jouer le jeu ? Eh bien c'est là qu'on revient aux 2 fameux films réalisés par des frangins dont je vous causais un peu plus tôt. Je suppose que certains d'entre vous auront compris que je voulais parler des frères Scott. Mais c'est quoi cette connerie là ? Eh oh les gars, je sais que c'est long, mais on en est qu'à la moitié de l'épisode, alors on se relâche pas en régie s'il vous plaît. Voilà, je voulais bien sûr parler de Tony et Ridley Scott, et des 2 films qu'ils ont livrés à quelques semaines d'intervalle en cette fin d'année 2001, Spy Game et La chute du Faucon Noir. Bon, commençons par notre chouchou. L'action de Spy Game commence en 1991 avec l'arrestation en Chine d'un ex-agent de la CIA campé par Brad Pitt alors qu'il tente de faire évader un mystérieux détenu d'une prison de haute sécurité.
Une réunion de crise est aussitôt organisée à l'anglais pour décider de ce qu'il convient de dire aux autorités chinoises. Le mentor de l'encombrant Barbouze, qui est à quelques heures à peine de la retraite, est convoqué pour expliquer son geste. Et le vieux briscard comprend vite que la CIA va faire ce qu'elle sait faire de mieux. Agency's looking for a reason to let the Chinese kill Tom Bishop. Il va donc utiliser à l'insu de ses supérieurs toutes les ressources à sa disposition pour faire libérer son ancien protégé. Ce récit en quasi-temps réel est entrecoupé par 3 longs flashbacks qui reviennent sur la relation au fil des années entre les personnages de Brad Pitt et Robert Redford, leur rencontre au Vietnam, la première mission de Pitt pour le compte de la CIA dans le Berlin coupé en deux du début des années 80, et enfin, leur clash dans un Beyrouth en pleine guerre civile. La scène clé de ce passage, et j'ai envie de dire de tout le film, tourne autour d'un attentat suicide à la voiture piégée dont la cible est un chef terroriste arabe. Les scénaristes se sont de toute évidence inspirés des 2 événements réels qui se sont déroulés à quelques minutes d'intervalle dans la capitale libanaise le 23 octobre 1983 et qui ont coûté la vie à 300 militaires français et américains. Mais en découvrant la scène en question au cinéma fin 2001, impossible de ne pas penser en premier lieu à la destruction des 2 tours jumelles du World Trade Center. Là où Karl Rove avait émis le souhait que les institutions américaines soient désormais montrées avec bienveillance, le portrait que dresse Spy Game de la CIA s'avère loin d'être reluisant. L'agence y est dépeinte comme un repère de costard-cravate froid et calculateur qui se font tout de même berner dans les grandes largeurs par Robert Redford. Bon, après ce ne sont pas les seuls. En fait, il n'y a pas un seul personnage dans le film qui ne se fasse pas manipuler par l'ami Bob. I didn't know you liked me. C'est lui donc qui téléguide le fameux attentat, sans visiblement se soucier le moins du monde des lourds dommages collatéraux. Happy? 74 casualties, an entire apartment block leveled, 1 dead terrorist. Yeah, happy. Avec un contenu, disons aussi problématique dans le contexte post-11 septembre, on aurait pu s'attendre à ce que Spy Game connaisse à son tour quelques petits ennuis. Si on en croit le commentaire audio de Tony Scott, le film a bien failli voir sa sortie repoussée. Mais au final, ça n'a pas été le cas, et la seule concession que le réalisateur a dû faire a été de réduire numériquement l'épaisseur de la fumée après que l'immeuble se soit effondré, histoire de rendre l'analogie avec le 11 septembre moins évidente. Malgré cette précaution et la présence de 2 grosses stars au générique, le public américain ne s'est pas vraiment précipité en salle pour voir Spy Game. Le film a mieux marché à l'international, mais pas suffisamment pour amortir son budget conséquent de 115 millions de dollars. Aurait-il été mieux accueilli s'il était sorti 6 mois plus tôt? Ça, on le saura jamais, mais j'ai tendance à penser que oui. Bon, on passe à la chute du Faucon Noir maintenant. Si vous ne l'avez jamais vu ou si ça fait une paye, le film de Ridley Scott s'intéresse à une opération militaire américaine en Somalie qui a quelque peu tourné au désastre. On est au début des années 90 et le pays connaît une violente guerre civile doublée d'une famine aux dimensions bibliques qui a déjà causé plus de 300 000 morts. L'aide humanitaire des pays occidentaux est détournée par les milices de plusieurs seigneurs de la guerre, dont le plus violent est sans conteste Mohamed Farah Aidid. À la demande de l'ONU, les États-Unis lancent la campagne Restore Hope. La plus grande armée du monde débarque en Somalie pour superviser l'acheminement des vivres et la reconstruction des infrastructures. Les violences, toutefois, ne cessent pas, bien au contraire. Le 3 octobre 1993, le général William F. Garrison déclenche sans l'accord des Nations Unies l'opération Irène, dont le but est de capturer au cœur de Mogadiscio 2 des principaux lieutenants de l'insaisissable Aidid. 120 Rangers et troupes spéciales de la Delta Force investissent le marché de Bakara, fief du seigneur de guerre, et parviennent à remplir leur mission. Mais ils sont très vite pris sous le feu ennemi, et ce qui ne devait être qu'une opération éclair se transforme en interminable bataille rangée en milieu urbain. Après plus de 16 heures de combat, les derniers soldats sont enfin évacués en zone blanche. Le bilan est très lourd. Côté américain, on compte 19 morts, plusieurs dizaines de blessés et un soldat capturé qui sera finalement libéré quelques jours plus tard. 2 hélicoptères UH-60 Black Hawk ont été également abattus. Le corps d'un des pilotes est extrait de la carcasse par les troupes d'Aidid et traîné dans les rues de Mogadiscio. Les images seront diffusées par CNN, traumatisant le public américain qui n'a rien vu de tel depuis la guerre du Vietnam. Entre 1997 et 1999, le journaliste Mark Bowden publie une série de 29 articles pour le Philadelphia Inquirer qui relate en détail le terrible affrontement survenu quelques années plus tôt. Son travail, salué par toute la profession, est ensuite publié sous forme de livre, avec comme titre Black Hawk Down. À Hollywood, le premier mec à se dire « Tiens, ça ferait un bon film » est le réalisateur Simon West, qui vient de signer le thriller militaire Le Déshonneur d'Elizabeth Campbell.
Il parvient à convaincre le producteur Jerry Bruckheimer, pour qui il a fait le très gogol mais très fun Les Ailes de l'Enfer, d'en acquérir les droits et de lui confier la mise en scène. Bon, finalement, courant 2000, il préfère partir tourner Tomb Raider, et c'est Sir Ridley Scott, tout juste auréolé du triomphe public et critique de Gladiator, qui récupère le bébé. Bon, au niveau scénario, Bruckheimer fait du Bruckheimer. Mark Bowden écrit une première version du script, mais celle-ci est réécrite par Ken Nolan, puis par Steven Gagan, puis par Esna Sand, puis Steven Zalian, puis Eric Ross, puis Sam Shepard, et enfin Ken Nolan de retour pour la passe finale, qui lui vaut d'être le seul scénariste officiellement crédité au générique. Le tournage se déroule au Maroc de mars à juin 2001. La chute du Faucon Noir est donc en pleine post-production quand se produit l'inimaginable. Alors que les déprogrammations se multiplient pour tous les films susceptibles de choquer le public américain, la Columbia décide de s'en tenir à son plan initial. La date de sortie est maintenue au 18 janvier 2002, avec une diffusion dans un parc limité de salles à partir du 28 décembre pour pouvoir concourir aux Oscars. La conclusion logique, c'est que le studio est raisonnablement confiant dans l'accueil qui va être réservé au film, alors qu'il parle, je le rappelle, d'un épisode sanglant et pas forcément très glorieux de l'histoire militaire américaine. Étonnant, non? Personnellement, à ce moment-là, j'étais déjà majeur et vacciné. Et avant même le 11 septembre, je m'étais interrogé sur la manière dont la chute du Faucon Noir allait dépeindre cette fameuse bataille de Mogadiscio. La principale raison de mes doutes tient en deux mots, Jerry et Bruckheimer. On en a déjà parlé dans les épisodes qu'on lui a consacrés à lui et à Michael Bay, mais l'armée américaine est très présente dans les productions du bonhomme, et généralement représentée de façon flatteuse. D'ailleurs, je suis à peu près sûr que l'ami Jerry continue de recevoir chaque année un beau panier garni de l'US Air Force pour la super pub qu'il leur avait fait avec Top Gun. Chez lui, les militaires sont des héros, parfois un peu rigides, parfois un peu bornés, mais des héros. Et même quand c'est les méchants de l'histoire, ils ne sont pas si méchants que ça et défendent en fait une noble cause. Sous le feu de l'ennemi, on se bat vaillamment et on meurt vaillamment. C'est le cas dans The Rock, mais aussi dans Pearl Harbor, la dernière production de Jerry Bruckheimer avant la chute du Faucon Noir. Là où j'ai un peu commencé à m'inquiéter pour le film de Ridley Scott, c'est quand j'ai vu comment l'attaque surprise du 7 décembre 1941 était traitée chez Michael Bay. Le point de vue japonais y est réduit à sa plus simple expression, et bien souvent ramené à des images d'Épinal. Dans sa version sale, le film se montre bien timide niveau violence graphique, surtout quand on le compare au Soldat Ryan sorti 3 ans plus tôt. Le côté lourd des fêtes militaires est atténué par un troisième acte où nos courageux pilotes s'en vont rendre la monnaie de leurs pièces aux Japonais, ce qui mène à une conclusion visiblement conçue pour que les spectateurs se lèvent de leur siège et entonnent en chœur l'hymne américain. Before the Doolittle raid, America knew nothing but defeat. After it, there was hope of victory. Qu'est-ce qui m'a fait penser que la chute du Faucon Noir allait prendre le même tour? Bah déjà, il y a le retour des 4 acteurs de Pearl Harbor, qui a des petits airs de notes d'intention. Et puis surtout, ces déclarations du colonel des Delta Force, Lee Van Arsdale, conseiller technique sur le film. Nos ordres étaient de capturer 2 des lieutenants de Mohamed Farah Aidid, et nous les avons capturés. Nous avons ramené vivants 22 de ses gardes du corps. En ce sens, la mission était réussie. En situation de combat, il y a toujours le risque d'avoir des victimes. Si la mort des soldats est le critère sur lequel vous jugez du succès ou de l'échec d'une mission, alors le débarquement des Alliés en Normandie a été un gigantesque fiasco. Si par-dessus ça, vous rajoutez le traumatisme du 11 septembre et une administration qui demande clairement à l'industrie hollywoodienne de participer à l'effort de guerre en Afghanistan, alors il devient plus probable que la chute du Faucon Noir va chercher tout un tas d'excuses à la débâcle de la mission, qu'il va y aller très mollo en termes de représentation de la mort, et qu'il va dresser des parallèles pas forcément judicieux entre les opérations Restore Hope et Liberté Immuable. Bon, voilà ce que moi j'imaginais. Et au final, j'avais à peu près tout faux. Reprenons les choses point par point. L'opération Irène, telle qu'on la voit dans le film, donne vraiment l'impression d'un truc monté à la va-vite, reposant entièrement sur les informations fournies par un indique qui n'a pas l'air d'être le type le plus fiable du monde. Si personne ne la remet en question, c'est surtout parce que les soldats sont bien contents de pouvoir enfin passer à l'action après des semaines d'inactivité. Well, I'm here to kick some ass. Du coup, on les voit se jeter littéralement dans la gueule du loup et découvrir tout surpris que l'ennemi ne compte pas les laisser se barrer sans riposter. Pour sortir ces hommes de cette galère, le général Garrison n'a pas d'autre choix que de faire appel aux forces de l'ONU qu'il avait délibérément laissées dans l'ignorance de cette mission. Pour ce qui est de la violence, Ridley Scott n'y va clairement pas avec le dos de la cuillère. Il ne nous épargne ni les détails crado, ni les gros plans gore, ni les scènes d'agonie. Tell my girls I'll be okay. Et on peut assez facilement compter tous les Américains tombés au combat. Malgré son coût en vie humaine, est-ce qu'on peut dire que la bataille de Mogadiscio aura permis d'améliorer les choses en Somalie? Pas vraiment, puisqu'on apprend à la fin du film que l'ensemble du personnel américain a quitté le pays dans les semaines suivantes, et que Mohamed Farah Aidid n'a été mis hors d'état de nuire que 3 ans plus tard. Bref, tout ça pour ça.
On serait presque tenté de croire que les auteurs de La Chute du Faucon Noir valident les propos tenus dans le film par des fidèles de Hadid, qui consistent à dire que les États-Unis n'ont rien à foutre dans leur pays. Do you really think if you get General Hadid, we will simply put down our weapons and adopt American democracy? Les troufions américains, eux, ne sont pas vraiment dupes. Et on les entend dire à 2 reprises qu'ils ne se battent pas au nom de leur drapeau, ou même pour la population somalienne, mais tout simplement pour protéger le mec à côté d'eux. They won't understand why we do it. They won't understand it's about the men next to you. En résumé, point de victoire dans la défaite, ni de soldats érigés en martyrs d'une cause plus grande qu'eux, comme dans Pearl Harbor. Est-ce qu'on peut dire que le film cherche à ménager le public américain, toujours sous le choc des images du 11 septembre? Eh ben pas vraiment. Et pour ce qui est de valider la politique interventionniste des États-Unis, on repassera. Bref, on dirait bien que ce film, c'est tout ce que Karl Rove ne voulait pas voir à l'heure de l'opération Liberté immuable. À ce sujet, je vous rappelle qu'un des souhaits lors de sa rencontre avec les grands pontes d'Hollywood était que les films parlent de la guerre contre le terrorisme et non de guerre contre l'islam. Or, Ridley Scott ne se fait pas prier pour montrer dès les premières minutes de son film que l'action se déroule dans un pays de tradition musulmane et que les troupes de Mohamed Farah Aidid se réclament de cette religion. Là où le bouquin de Mark Bowden s'efforçait de traiter les deux camps à part égale, Ridley Scott, lui, reste en permanence du côté des troupes américaines et semble même adopter leur vision pas très woke de l'ennemi. Listen to this. One skinny kills another skinny. His clan owes the dead guy's clan 100 camels. 100 camels. En effet, sous sa caméra, les troupes du général Aidid sont littéralement montrées comme des hordes de zombies déferlant en nombre sans cesse croissant et qui se font démastiquer la gueule sans que personne ne s'en émeuve. Forcément, devant ce spectacle, certaines critiques ont hurlé au racisme à la sortie du film. Un appel au boycott a été lancé par la Somali Justice Advocacy Center, et le comédien Brandon Sexton III s'est plaint en public qu'une de ces scènes où son personnage dénonce l'interventionnisme américain a été coupée au montage, selon lui pour des raisons politiques. Bon alors quoi, La Chute du Faucon Noir, c'est un film pro-guerre ou anti-guerre? On s'y perd un peu là. Du coup, certains journalistes ont décidé de demander s'il y avait eu des conflits, ou au moins des demandes de modification au moment de la post-production. Réponse de Ridley Scott, rien de fondamental n'a changé parce que j'avais déjà terminé le tournage. Bon, ok Ridley, mais c'est oublier un peu vite que le discours d'un film peut être radicalement changé par de stricts choix de montage. Mais bon, pour le coup, je suis plutôt disposé à le croire. En fait, avec quasiment 20 ans de recul, on a vraiment confirmation que d'un seul changement exigé par le Pentagone et qui date d'avant le 11 septembre. Il s'agit du nom du personnage joué par Ewan McGregor. En effet, le soldat dont il s'inspire a été envoyé en prison quelques années après les événements pour avoir violé et torturé sa fille de 6 ans. Et le département de la Défense n'avait pas très envie que ce sordide fait divers ressorte de l'ombre au moment de la sortie du film. Pour le reste, je pense que le film ressemble très exactement à ce que Ridley Scott voulait en faire au moment où il a signé pour le réaliser. Déjà parce qu'il a le privilège du Final Cut, ce qui n'est pas accordé à tout le monde. Ensuite, parce qu'une fois qu'il a une idée en tête, j'ai bien l'impression que rien ni personne ne peut l'en détourner. Si vous jetez un œil au making-of de 1492 Christophe Colomb, vous verrez la scénariste Rose Bosch exprimer des regrets sur la façon dont le réalisateur a traité son script, en supprimant notamment ce qu'elle considérait être le cœur émotionnel du récit, à savoir la relation entre Colomb et son fils. Entre les mains de Ridley Scott, le très prometteur scénario de Nottingham, qui revisitait le mythe de Robin des Bois en faisant du shérif le héros de l'histoire, a été réécrit et encore réécrit parce que monsieur s'est pris de passion pour l'archerie, jusqu'à devenir au final un Robin des Bois Begins sans grand intérêt. Face à toutes les idées débiles de Prometheus, les fans d'Alien ont préféré tout mettre sur le dos du pauvre Damon Lindelof qui a essayé de se défendre en disant que tout ne venait pas de lui. Come here. It's okay. It's okay. It's okay. Au même moment, Ridley Scott, plutôt fier de lui, dévoilait en interview une sous-intrigue du film, heureusement non exploitée, qui faisait de Jésus-Christ un extraterrestre envoyé sur Terre pour dire aux Romains de se calmer un peu niveau massacre. Oui, vous avez bien entendu. Avec La Chute du Faucon Noir, Scott n'a jamais eu l'intention de livrer un film dossier sur le rôle de gendarme du monde des États-Unis, ou même une simple réflexion sur les notions d'engagement, de sacrifice ou que sais-je encore. Je pense plutôt qu'il avait envie de s'adonner à un exercice de pure mise en scène, restituer de la façon la plus réaliste possible ce qu'est l'expérience du combat, avec tout ce que ça peut avoir de barbare, de chaotique, d'arbitraire et de confus. Once that first bullet goes past your head, politics and all that shit just goes right out the window. Pourquoi cette envie-là, à ce moment-là ? Eh ben, j'ai tendance à penser que c'est à cause de ça. Eh oui, avec Il faut sauver le soldat Ryan, Steven Spielberg a complètement redéfini la façon de montrer la guerre au cinéma, que ce soit en termes d'image ou de son.
Il y a de quoi susciter la jalousie d'un cinéaste formel comme Ridley Scott et réveiller dans la foulée son esprit de compétition. Du coup, le projet Black Hawk Down, avec son champ de bataille plus high-tech, tombait à point nommé pour faire la nique à Spielberg et tenter de créer un nouveau modèle du genre. À partir de là, j'imagine que les répercussions du 11 septembre ne pouvaient avoir que peu d'impact sur le film. Pas question pour Ridley Scott d'atténuer la violence ou de titiller la fibre patriotique de son public à grands coups de sacrifices héroïques ou de bannières étoilées flottant au vent, parce que cela n'entrait tout simplement pas dans son projet de mise en scène. Beaucoup de monde s'est plaint à l'époque de la quasi-absence de caractérisation des personnages principaux, finalement à peine mieux traités que les méchants somaliens, ce qui générait logiquement un certain manque d'empathie pour eux. Et je crois que c'est là aussi une conséquence du parti pris de Ridley Scott, où tout est sacrifié sur l'autel du spectacle de la guerre. Après, le temps qui passe a fini par donner un petit coup de pouce au film à ce niveau-là, et il est plus facile aujourd'hui de s'attacher à tous ces troufions anonymes, puisque la moitié d'entre eux ont maintenant des visages connus. Avec ses 172 millions de dollars récoltés à l'international, dont les 2 tiers sur le territoire nord-américain, La Chute du Faucon Noir n'a peut-être pas été un énorme carton, mais certainement pas un échec. Son exploitation en salle aura permis de rentabiliser à peu de choses près son budget conséquent estimé à 92 millions de dollars. C'est pour cela que j'ai tendance à considérer le film de Ridley Scott comme une étape cruciale dans le processus de retour à la normale suite au traumatisme du 11 septembre. Il est la preuve qu'en temps de guerre, un film peut montrer des soldats américains aller au casse-pipe sans le faire lui-même commercialement parlant. Mais aussi qu'Hollywood n'a pas suivi docilement les consignes de la Maison Blanche pour vendre au public l'opération Liberté immuable. Au cours du premier semestre 2002, d'autres films vont débarquer sur les écrans qui, comme La Chute du Faucon Noir, ne sont pas sans évoquer les attentats du 11 septembre ou la guerre en Afghanistan, mais involontairement bien sûr puisque les projets ont été lancés bien avant ces événements. Le premier est un autre film de guerre, Nous étions soldats de Randall Wallace, qui raconte la bataille de la Drang, où 400 soldats du 7e de cavalerie ont affronté 4000 Viet Cong. Et vous imaginez bien qu'un certain nombre d'entre eux sont revenus les pieds devant. Quelle a été la réaction du public américain ? Plutôt de l'indifférence en fait. Même réception pour le soporifique La prophétie des ombres de Mark Pellington, qui se termine par la reconstitution vaguement spectaculaire d'une authentique catastrophe, l'effondrement du Silver Bridge de Point Pleasant en Virginie occidentale, qui a coûté la vie à 46 personnes. En mars 2002, la machine à explorer le temps emmène son héros dans le New York de 2037, au moment où la ville s'apprête à être pulvérisée par des fragments de la Lune. Alors le passage est aussi furtif que peu spectaculaire, et j'imagine que sans le 11 septembre, il aurait sûrement duré quelques minutes avec les plans habituels de destruction massive. N'empêche que la scène est encore là. Attention, on parle d'un film qui a été re-shooté en grande partie par Gore Verbinski suite au départ de son réalisateur initial pour raisons médicales. Mais pour cette histoire de New York détruit, la prod s'est visiblement dit qu'il n'y avait pas besoin de s'embêter à trouver autre chose. 3 mois plus tard, La somme de toutes les peurs de Phil Alden Robinson, nouvelle adaptation d'un bouquin de Tom Clancy, n'hésite pas à montrer plein pot un attentat terroriste sur le sol américain. Et pas n'importe lequel, parce que c'est carrément une bombe nucléaire qui cause plusieurs dizaines de milliers de morts. Tout ça n'empêche pas le film de franchir la barre des 100 millions de dollars de recettes aux États-Unis. Le grand gagnant de l'été 2002 reste indiscutablement le Spider-Man de Sam Raimi, dont la promotion, si vous vous en souvenez, avait un peu déraillé au moment du 11 septembre. 9 mois plus tard, les choses ont bien changé, et les spectateurs les plus observateurs auront reconnu dans le film un des plans les plus marquants de la fameuse bande-annonce censurée. Si on n'a plus jamais eu de nouvelles des projets TikTok et Nosebleed, les films mis temporairement au placard comme Dommage collatéral, Big Trouble ou Bad Company ont fini par trouver le chemin des salles courant 2002 sans subir a priori de modifications majeures. Tous les trois ont connu des échecs retentissants, ce qui a fait dire à un des représentants de la Warner cette phrase que je trouve très révélatrice. Si nous avions sorti Dommage collatéral comme c'était prévu au mois d'octobre, nous aurions passé la barre des 200 millions de dollars. À l'entendre, on pourrait penser qu'on tient là la preuve ultime que tout est enfin revenu à la normale à Hollywood. Mais le cynisme dont fait preuve ce brave exécutif de studio n'a-t-il pas toujours été là, tapis derrière cette volonté affichée de vouloir faire preuve de décence face au drame qui venait de toucher la nation? On peut se poser la question. Parmi la liste des films qui ont vu leur distribution en salle reportée dans l'après-coup du 11 septembre, il y en a deux dont je ne vous ai volontairement pas causé, Windtalkers de John Woo et Gang of New York de Martin Scorsese. La raison officielle donnée par les producteurs était la même que pour les autres films déprogrammés. Leur contenu, des scènes de guerre intenses pour le premier et des images de New York à feu et à sang pour le deuxième, risquaient de trop perturber le public américain. En réalité, il s'est avéré que les deux réalisateurs étaient à l'époque en conflit avec la MGM et Miramax au sujet de la durée des deux films. Les deux studios ont donc décidé de repousser leur sortie le temps d'obtenir un nouveau montage plus satisfaisant à leurs yeux, et les attentats du 11 septembre leur ont fourni le prétexte idéal pour ne pas passer pour les méchants de l'histoire. La grande classe, quoi. Pour ce qui est de la peur, ce serait une erreur de croire qu'elle a définitivement fichu le camp.
En fait, s'il y a une chose qui drive les décisions des studios depuis longtemps, c'est bien la peur. Et malgré les annonces tonitruantes de records, les méga franchises et les line-up qui semblent ne rien laisser au hasard, je pense que c'est plus que jamais le cas aujourd'hui. Des événements tels que le 11 septembre 2001, en venant mettre un bordel monstre dans cette mécanique a priori bien huilée, agissent en réalité comme des révélateurs et montrent Hollywood telle qu'elle est vraiment. À savoir un château de cartes dont l'équilibre instable tient en partie grâce à des francs-tireurs ou des têtes de mules qui ne font rien comme tout le monde. Mais après tout, est-ce que ce n'est pas ça qui rend cette industrie aussi fascinante ? En attendant de voir comment nos amis des studios vont se dépatouiller de la crise là aussi sans précédent qu'ils connaissent actuellement, je vous invite à partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux préférés. Et un très grand merci comme d'habitude à tous ceux qui nous soutiennent financièrement sur Tipeee ou YouTube et aussi sur Tac au Tac, même si cette plateforme a malheureusement mis la clé sous la porte. Du coup j'en profite pour saluer les auteurs de ce beau projet et leur souhaiter de bien vite rebondir. A bientôt.